28 août 1984. En 8 jours, 19 h et 55 secondes, Loïc Caradec et Philippe Fac, co-skippers de Royal, remportent la première Transat Québec-Saint-Malo, devançant Charente-Maritime de quelques 16 petites minutes. Ils sont arrivés dans la brume tous les deux. C'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y avait quand même pas mal de milles. Les deux bateaux arrivent à quelques minutes d'écart. Il y avait des tas d'autres bateaux et Royal avait jusqu'à présent pas vraiment gagné grand-chose, des petites courses mais pas des grands trucs, donc c'était pas du tout couru d'avance. Non. Eux, ils avaient assez confiance en eux. Ils savaient qu'ils avaient un bon bateau, qu'il allait vite. 4 jours avant l'arrivée, un record historique tombe. Le catamaran blanc et rouge et son équipage viennent d'aligner 482 milles, soit 892 km en une journée. La barre des 20 nœuds de moyenne est franchie allègrement avec des pointes à 50 km/h. Ça a été une aventure qui était compliquée parce que comme ça a été dit dans les papiers, on a eu 2-3 mois pour dessiner le bateau, donc ça a été vraiment la courette et donc on était sûr de rien. On a essayé de faire de notre mieux et donc le fait que ça ait abouti, on était contents. Il y a une photo sur le bateau, d'ailleurs on voit bien, où il est les bras en l'air comme ça et où... Et c'est un peu un aboutissement. Et il était peu coutumier de ce genre de manifestation. Donc c'est certainement une manifestation de grand plaisir, de satisfaction d'avoir gagné cette course. On est gagné d'avoir content et on essaiera de faire foi la prochaine mieux. Ouais. La presse s'enthousiasme pour Royal et pour Loïc Caradec, skipper au profil atypique. Aussi à l'aise devant sa barre que derrière son ordinateur de bord, un marin ingénieur. Bac à 16 ans, maths sup, maths spé, concours. En 1966, Loïc Caradec navigue tandis que son père l'inscrit à Supélec. Un père qui a parfois du mal à contenir les passions de son fils, comme l'atteste cette lettre de Michel Caradec au directeur des études de Supélec. Paris, le 23 avril 1968. Monsieur, j'ai bien reçu votre lettre me faisant part des médiocres résultats obtenus par mon fils Loïc. Je n'en suis pas tellement surpris car il n'a jamais été d'un tempérament très travailleur et a toujours compté davantage sur ses facilités à apprendre que sur un effort soutenu. Il était certainement à l'école très discret, il y allait, mais il avait sa moto en pièces détachées dans sa chambre, il construisait un buggy à sa manière qu'il avait ramené d'Angleterre. Avec son diplôme, ses capacités, etc., il aurait dû faire une carrière d'ingénieur, etc. Il avait préféré, un peu comme nous d'ailleurs, mais bon, faire des activités un peu plus marginales. Quand j'en parle à ses amis, avec Loiseau, etc., qui ont navigué avec lui, ils me disent bah, « si, il était ingénieur, il se connaît tout le temps la tête ». Et c'est vrai que je pense qu'il a dû se faire recoudre la tête un certain nombre de fois. Mais s'il avait peut-être une tête un peu lourde, celle-ci est bien faite. En 1977, Loïc Caradec se fait remarquer en publiant une calculatrice à bord. Un petit ouvrage pratique qui introduit de nouvelles méthodes de calcul des principaux problèmes rencontrés en mer. Sa formation d'ingénieur lui permet surtout de s'impliquer au plus près de la conception de ces bateaux, entraînant les architectes navals du cabinet Graal dans une folle course aux nœuds. On n'avait pas besoin de le convaincre, c'est plutôt lui qui était plutôt moteur aussi, donc c'était très bien, il arrivait à comprendre les problèmes. Je ne suis pas sûre que c'était un cadeau pour les architectes d'ailleurs, ils préfèrent peut-être quelqu'un qui n'y connaît rien, plutôt que quelqu'un qui intervient sur le bateau. Il était susciteur d'enthousiasme, c'était une phrase qui nous est restée. Il voulait susciter l'enthousiasme de tous les gens qui participaient aussi bien dans son équipe que dans la nôtre, que dans le sponsor, faire que tout le monde essayait de pousser dans le même sens pour la réussite de ce projet. Le skipper d'1,70 m pour 52 kg est un véritable kamikaze des mers. L'aventure royale commence en janvier 1980 lorsque la CETA donne à Loïc Caradec la possibilité de poursuivre son rêve d'un trimaran à hydrofoil. Un foiler, c'est un plan porteur comme une aile d'avion et le rêve des gens qui font des foilers, c'est un peu la différence entre une montgolfière et un avion. Un avion, ça peut aller beaucoup plus vite qu'une montgolfière. Effectivement, pour aller plus vite, mais pour avoir un... En fait, c'était plus que les bateaux volent, puisque tout ce qui était aussi, toute la recherche sur les foils, etc., c'était de déjauger pour pouvoir aller plus vite, parce que forcément, les coques font un frottement et donc diminuent la vitesse. Il a vu les ingénieurs de Citroën pour regarder les trucs oléopneumatiques pour les baisses de foils, il faisait des tas de recherches.
Ils avaient travaillé sur une pompe de DS, ou je ne sais plus, ou le successeur du DS, une petite pompe, donc et Loïc tournait sa manivelle, comme les Shadocks, pour régler l'angle d'incidence du foil, et c'était des choses assez rigolotes, et ça marchait. Présenté en septembre 1980, le trimaran n'obtient pas les résultats escomptés, enchaîne les avaries et crée sa légende de bateau maudit. Les marins sont superstitieux, même lorsqu'ils sont ingénieurs. On a eu quelques petits problèmes avec Royal, on n'a pas eu beaucoup de chance avec ce bateau-là. J'ai tendance à affecter tout ça au fait que la bouteille de champagne ne s'est pas cassée du premier coup. En mars 1983, changement d'orientation. Loïc Karadec commande un catamaran pour la course La Baule-Dakar. Les architectes ont 2 mois pour dessiner le plus grand catamaran français. 22,6 mètres de long, 13,3 mètres de large. Donc il en avait un peu marre de se faire chaque fois battre par Pajot. Donc le but c'était de faire un bateau qui puisse battre Elf Aquitaine, qui était un peu l'épouvantail à l'époque. Et voilà, donc on est passé du tri au catamaran. On avait un génial inventeur qui s'appelait Marc Pommelet, avec qui avait fait tous ces calculs de tracé, un peu comme Loïc, il avait fait son programme de navigation sur des petites fiches magnétiques sur une calculatrice portable. Lui, c'est pareil, il avait fait ça et il voulait aller un peu plus loin. Donc on avait loué, nous, chez Hewlett-Packard, une machine qui pouvait faire ça. L'écran était grand comme ça, et ça sortait des trucs sur des petits bandes de papier, mais c'était déjà assez intéressant. Et avec ce Marc Pommelet, on a fait d'autres programmes, dont un qu'on avait trouvé dans des gens qui faisaient des calculs d'antennes de radio, un programme pour calculer les mâts, seulement pour essayer de savoir à quelle distance il fallait être du flambage. Le budget avoisine les 3 millions de francs, alors que celui d'Elf Aquitaine, pourtant plus petit, dépasse les 5 millions. Originalité de Royal, son mât de 26 mètres de haut, soutenu par 3 étages de barres de flèche triples. À sa sortie des chantiers, sur la régate Brest-la Trinité, le mât s'écroule. Nouveau coup dur pour l'équipe. On a effectivement cassé pas mal de mâts parce qu'on avait sous-estimé les mouvements longitudinaux du bateau. Donc en transversal, les mâts tenaient, c'était en longitudinal qu'ils arrivaient du mal à tenir. Le problème de la voile, c'est que comme c'est une petite industrie, le nautisme, c'est pas comme l'aviation ou les voitures, donc c'est forcément empirique. Donc on teste un truc, ça casse, on met plus gros, on change, etc. Donc c'est forcément empirique. Donc ça prend du temps. En fait, il faut faire un certain nombre de courses avant de mettre au point des bateaux, des résistances de matériaux, et d'ailleurs qui sont certainement plus en avance que pour l'aviation. Parce que l'aviation, la résistance à l'air, elle est constante. Dans la mer, la résistance, elle change. En novembre 1983, Royal se fait néanmoins remarquer sur la course La Baule-Dakar après une collision au départ en effectuant une remontée spectaculaire. Loïc Karadec décide de modifier son catamaran en vue de la première édition de la course Québec-Saint-Malo. Allégé et doté d'un mât L, Royal subit une cure d'informatique. 2 ans après sa première victoire transatlantique, Royal et son skipper Loïc Karadec font à nouveau la couverture des magazines en battant de 32 heures le précédent record de l'Atlantique d'ouest en est en équipage. Il leur aura fallu seulement 7 jours, 21 heures, 5 minutes et 42 secondes pour relier le phare d'Ambrose de New York au Cap Lizard en Grande-Bretagne. Quelques mois avant la route du Rhum 1986, Loïc Karadec introduit une nouvelle version du fameux mât L. La plus grande pièce de carbone jamais construite pour la voile est confiée à l'avionneur Hurel Dubois. Loïc, justement, a cherché un fabricant qui puisse faire ça de manière plus haut de gamme, disons. Et il est tombé, je crois, sur M. Dubois, qui était le patron, le fils du fondateur de Hurel Dubois, avec lequel ils avaient trouvé un accord, quoi. C'est un avantage quand il y a pas mal de vent, parce qu'on peut amener toutes les voiles et naviguer uniquement avec le mât tout seul. Et c'est assez pratique, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est assez pratique, parce que c'est une voile qui ne bouge pas, qui est fixe, qui ralingue pas. Et après, quand le vent force, au-delà de force 9, là ça devient carrément un inconvénient, parce que le mât peut faire chavirer le bateau à partir de force 9, le bateau peut chavirer rien qu'avec son mât. Loïc Karadec, à la veille de son départ pour la route du Rhum 1986, ne cache pas sa crainte de partir seul à la barre de son catamaran. Ça me fait pas peur, bien sûr que si, ça me fait peur. Je mentirais ou je serais fou si je dirais le contraire. Bon, ça fait peur de toute façon, je crois, de traverser l'Atlantique en solitaire, et d'autant plus sur ces maxi-bateaux qu'on n'a jamais menés en solitaire, avec le point de perfectionnement, de sophistication où ils sont arrivés. C'est vrai que c'est un peu, je veux dire, c'est presque le premier challenge, c'est de traverser l'Atlantique déjà là-dessus, en plus de voir si on arrive premier ou pas premier. Mais c'est vrai que c'est à la fois angoissant, mais à la fois extraordinaire. Honnêtement, au départ de la dernière course,
il m'a dit, c'est la seule fois, je pense que je vais la gagner. Donc non, je pense qu'il pensait vraiment la gagner. Et effectivement, il savait que son bateau était plus difficile, mais je pense qu'il avait quand même très confiance dans les capacités du bateau. Sauf que précisément cette année-là, la mer a décidé de mettre à l'épreuve la technologie en la soumettant à des conditions météorologiques exécrables avec des vents à plus de 45 nœuds, soit plus de 80 km/h. Sur 33 concurrents au départ, seuls 14 franchiront la ligne d'arrivée. Le 13 novembre au petit matin, la balise de détresse de Royal se déclenche. Celui qui aimait à rappeler qu'il fallait commencer par être marin pour réussir ses courses disparaît. Donc il faisait énormément de voiles et il aimait ça, et je pense que son caractère fait qu'il transportait sa maison avec lui, c'est-à-dire dans sa tête. Il n'avait pas besoin d'un lieu pour être chez lui, contrairement à beaucoup de personnes. Ses repères n'imposaient pas d'être dans un lieu précis. Il oubliait notre adresse quand il revenait, il ne savait plus. C'était quelque chose, il était effectivement très distrait. J'ai dû lui envoyer 10 passeports qu'il perdait, les clés. Il était très distrait. Mais une passion pour la voile certainement, une passion pour la recherche de voile et pour cette époque qui permettait ça aussi peut-être. Effectivement, je pense qu'il aurait eu beaucoup de difficultés à être dans un bureau tous les jours.